Rokuro est un loser immature sans amis, toujours moqué par ses camarades car il n'a pas de copine. Peu importe ses efforts, il est constamment rejeté. Mais après avoir sauvé une belle exorciste tombée du ciel, il découvre qu'il est destiné à devenir le dieu des exorcistes et révèle ses véritables pouvoirs, choquant son école. Nous sommes en 2016 et le sorcier à cheveux blancs et yeux bleus ne sera pas populaire avant 4 ans. Le monde est peuplé de gens anxieux et déprimés, et ces émotions négatives créent dans l'univers alternatif Magano des esprits appelés impuretés, qui se nourrissent de ces émotions. Pour les combattre, les humains ont des exorcistes. Rokuro est l'un d'eux, ayant abandonné son rêve de protagoniste pour chercher une copine. Un jour, il propose à une fille, mais elle le rejette en lui disant de se regarder dans le miroir, puis de s'excuser pour son visage. En entendant cela, il se met à pleurer et s'enfuit, puis heurte son ami d'enfance, Mayura, qui lui dit d'arrêter d'être un loser. Juste à ce moment-là, il voit un groupe de brutes harceler un petit garçon, et Rokuro se précipite pour le sauver. Malheureusement, il trébuche et finit par tomber sur un poteau, s'embarrassant devant tout le monde. Pendant ce temps, une jeune fille, future chef de la maison Edishino, nommée Benyo, rentre chez elle en train. Soudain, les lumières s'éteignent et des impuretés attaquent depuis l'extérieur. Son esprit lui murmure qu'il faut agir vite, sinon il y aura des pertes. Elle se lève et utilise un charme en papier pour invoquer un portail vers le Morgano, commençant à combattre les esprits. Pendant ce temps, un vieil homme dans le dortoir de Rokuro utilise ses pouvoirs sur une cuillère pour localiser les impuretés à la gare. Ils habitent tous au dortoir Seika, où s'entraînent les futurs exorcistes. Le vieil homme s'appelle Zenkichi et, apprenant l'attaque des impuretés, il dit aux cadets Ryogo, Atsushi et Shinosuke de se préparer. Tous s'équipent et demandent à Rokuro de se joindre à eux, mais il refuse et s'enfuit. Ryogo et les autres le laissent derrière, et Etsushi se plaint que le vieil homme le couve encore comme un enfant. Mais Ryogo intervient et explique que Rokuro est en fait le Sasuke Uchiha de cet anime même, le seul survivant de l'incident tragique du dortoir Hinatsuki survenu 2 ans plus tôt. Pendant ce temps, Benyo empile avec rapidité tous les ennemis. Elle utilise ses mouvements agiles pour les vaincre, mais finit par se sentir trop faible pour bouger. Alors qu'elle tombe, un portail vers le monde réel s'ouvre en dessous d'elle, et elle se dirige droit vers la rivière, sous le pont. Par chance, Rokuro est en train de faire la tête près du même pont, et la voit chuter. Il saute pour la rattraper, mais oublie qu'il ne peut pas voler, et ils tombent tous les deux. Après cela, il nage jusqu'à la rive, et Rokuro, le loser qu'il est, se perd dans sa beauté. La fille sort alors une petite carte, et lui dit qu'elle veut aller là. Cela semble être près de la gare de Narukami, alors il décide de l'accompagner. En route, la fille pointe un magasin de bonbons et dit qu'elle a faim mais n'a pas d'argent. Rokuro sort immédiatement son portefeuille et lui dit d'en prendre, mais elle dépense tout son argent d'un coup sur des samahagi et lui fait un geste de mépris quand il en demande un. En chemin, il voit des enfants disparaître dans les airs. Benyo comprend que c'est le fait d'une impurité et ouvre un portail vers Magano, entraînant Rokuro avec elle. Une fois à l'intérieur, Benyo sauve les enfants en décapitant le monstre, mais elle se retrouve encerclée. Elle sort ses charmes en papier et active sa capacité de renforcement corporel, augmentant considérablement ses stats pour trancher tous les ennemis en un clin d'œil. Ensuite, elle va vers un enfant pour le soigner, mais un monstre araignée apparaît et les menace. Neo attaque, mais le monstre la renvoie au sol comme une mouche. Elle donne ensuite un charme de portail à Rokuro et lui dit de s'enfuir avec les enfants pendant qu'elle retient le monstre. Rokuro lui dit qu'elle ne pourra pas le vaincre et doit s'enfuir, mais elle dit qu'elle est forte et qu'elle battra toutes les impuretés. Elle replonge ensuite dans le combat pendant que Rokuro repense à son passé. Alors qu'il repense à son histoire, Benyo se fait battre et est utilisé comme une serpillière par le gros monstre. Quand tout espoir semble perdu, Rokuro fait un pas en avant et décide finalement de faire un exorcisme. Il dit à Benyo qu'elle s'est fait battre trop vite pour quelqu'un prétendant pouvoir vaincre toutes les impuretés et sort son charme noir unique. Il pointe alors son doigt vers le monstre et le frappe comme Saitama, le réduisant à néant d'un seul coup, surprenant Benyo par sa force. Benyo lui fait face et dit qu'elle n'a jamais vu un pouvoir pareil, mais Rokuro lui répond que c'est une malédiction, pas une puissance dont on peut être fier. Pendant ce temps, un homme aux cheveux blancs regarde le feu, prophétisant sur Rokuro et Benyo en tant qu'exorciste étoile jumelle.
De retour à Magano, Rokuro dit à Benyo de ne rien dire sur son combat d'aujourd'hui. Il dit qu'il ne veut plus être exorciste, ce qui la met en colère. Elle lui écrase le pied avant de tous les renvoyer dans le monde réel et s'éloigne en pensant qu'elle ne l'aime pas. D'un autre côté, Rokuro se souvient avoir oublié son sac dans la rivière et retourne le récupérer avant de rejoindre enfin le dortoir. Une fois rentré, il remarque le vieux et tout le monde entourant Benyo, la traitant comme une princesse. Il leur demande ce qu'elle faisait là, et le vieux répond qu'elle va rester aussi dans leur dortoir, alors il doit être gentil avec elle. Rokuro commence à rétorquer, mais le familier de Benyo se matérialise et saute à son visage pour avoir parlé mal de sa maîtresse. Il se présente comme Kanako et dit que quiconque s'en prend à Benyo devra d'abord l'affronter. Rokuro, agacé, retourne dans sa chambre. Le lendemain matin, Benyo se réveille à 5 heures et entre dans la chambre de Rokuro pour le réveiller. Elle lui dit qu'elle veut qu'ils s'affrontent amicalement pour voir qui est le meilleur exorciste. Rokuro répond qu'il s'en fiche et qu'il ne veut de toute façon pas devenir exorciste. À ce moment-là, Ryogo annonce qu'ils ont localisé une autre attaque d'impureté et qu'ils vont intervenir. Rokuro chasse Benyo de sa chambre, affirmant qu'il ne remettra jamais les pieds à Magano et ferme la porte. Benyo réfléchit un instant, puis dit à Ryogo qu'elle les aidera aussi dans la mission. Dès leur arrivée à Magano, Benyo utilise ses sorts et commence à attaquer seul le monstre géant de grenouille. Elle s'en charge rapidement en pensant à Rokuro et à sa décision de ne pas devenir exorciste malgré sa force. Après le combat, Ryogo demande à Benyo si Rokuro a combattu des impuretés l'autre jour. Sur le chemin du retour, il explique qu'il est l'ami d'enfance de Rokuro et qu'il a déménagé au dortoir de Seika il y a 5 ans. Rokuro y a emménagé 3 ans après lui, mais lorsqu'ils se sont revus, il avait déjà abandonné l'idée d'être exorciste. Il dit ensuite que peut-être Benyo pourra le ramener à son ancien moi parce qu'il sait à quel point il est fort et talentueux. Avant, il parlait de devenir l'exorciste le plus fort et de vaincre toutes les impuretés, c'était à ce moment-là qu'il avait l'air le plus heureux. En entendant cela, Benyo le compare à ce qu'elle désire faire et se demande ce qui lui est arrivé pour changer ainsi. Plus tard dans la journée, Rokuro tombe accidentellement sur Benyo pendant qu'elle se baigne et s'enfuit alors qu'elle essaye de le trancher avec une épée. En courant dehors, il entre en collision avec un gars au look idiot aux cheveux blancs qui se révèle être le chef des exorcistes, Erama. Il lui demande pourquoi il se balade comme un SDF nu et il répond qu'il a rencontré une fille sur le chemin qui avait un petit ami gangster qui lui a mis une raclée et lui a pris toutes ses affaires. Il ajoute qu'il est là pour faire une annonce spéciale et demande au vieux de rassembler tous les chefs des exorcistes au hall des 5 miroirs. Le hall s'avère être un lieu de rassemblement souterrain sous le sanctuaire local, et une fois qu'ils sont tous là, Arima annonce qu'il a reçu un oracle selon lequel un Miko va bientôt naître. Miko est le titre d'un sorcier qui aura un pouvoir infini et est destiné à purifier le monde entier de toutes les impuretés grâce à ses compétences exceptionnelles en exorcisme. Il dit ensuite qu'ils ont 2 enfants qui ont le potentiel de devenir Miko et appelle Benyo et Rokuro sur scène. Ils leur disent alors de se battre comme s'ils voulaient s'entretuer et que le vainqueur obtiendrait le titre. Rokuro lui dit d'arrêter de raconter n'importe quoi et qu'il ne veut pas être exorciste de toute façon, mais Benyo voit cela comme une opportunité de se battre sérieusement et commence le duel. Au début, Rokuro la laisse se moquer de lui, mais Arama commence à se moquer de lui en disant que ses amis sont morts parce qu'ils étaient faibles, mais lui ne l'est pas, il doit donc revendiquer ce qui lui revient de droit. Le dédain l'atteint alors qu'il se souvient de son passé et active son pouvoir, commençant à renvoyer Benyo. Cela surprend tout le monde, car ils ne s'attendent pas à voir un gamin sans nom comme Rokuro repousser l'enfant prodige. Benyo. Rokuro essaye de se calmer et lui dit d'arrêter tout ça, mais Benyo se rappelle de l'enterrement de ses parents et lâche son pouvoir caché avant de submerger Rokuro avec des attaques rapides. Rokuro décide de se montrer un peu sérieux aussi et la contre-attaque, et il semble qu'ils vont tous les deux se toucher avec leurs attaques finales, mais Arama utilise un charme en papier spécial qui dissipe leurs enchantements, et Vimeo finit par tomber sur Rokuro sans trop de dégâts. Arama s'approche alors d'eux et s'excuse auprès de Rokuro de l'avoir provoqué ainsi, même s'il ne voulait pas dire ça. Il dit qu'il a fait cela pour montrer à tout le monde à quel point Rokuro est vraiment fort, puis se tourne vers eux et révèle que ses 2 enfants sont les exorcistes étoiles jumelles selon l'oracle.
Rokuro et les autres jeunes exorcistes se demandent ce que cela signifie et Arama explique que le Miko est l'exorciste ultime et le couple qui le mettra au monde s'appelle les exorcistes étoiles jumelles, signifiant qu'ils vont tous les deux se marier et avoir un bébé ensemble, ce qui les fait crier tous les deux de choc. Plus tard dans la nuit, Rokuro rêve de vivre une vie heureuse avec Benyo à ses côtés, mais rejette cette idée absurde avant de descendre pour prendre son petit déjeuner. Là, il rencontre Beneo et Atsushi avec Shinosuke, qui leur disent qu'ils devraient passer plus de temps ensemble pour renforcer leur lien, mais Beneo s'énerve et s'en va, disant qu'elle n'est pas devenue exorciste pour jouer à la maison, surtout pas avec un homme qui n'a même pas la détermination d'être exorciste. Ryogo et les autres disent qu'ils sortent pour combattre des impuretés, donc Rokuro doit s'occuper de Benyo à l'école, puisque c'est son premier jour. Après cela, Rokuro essaye de garder ses distances avec Benyo toute la journée, tandis que son ami, Mayuri, essaye de se lier d'amitié avec elle et échoue misérablement. Après la pause déjeuner, Benyo ressent une énorme impureté, d'où Ryogo et les autres sont partis combattre et décident d'aller les aider pendant que Rokuro rumine son passé, se demandant comment son pouvoir peut être une malédiction. Mayuri remarque cela et le remonte en l'emmenant à un parc d'attractions. Il parle de son humeur et de ses inquiétudes à redevenir exorciste, mais décide ensuite de profiter de la journée pour faire une pause. Pendant ce temps, Benyo lutte contre une des énormes impuretés sur le champ de bataille, laquelle réussit à endommager une voie de train de montagne russe dans le monde réel. Rokuro remarque cela et voit l'attraction se diriger vers les rails brisés avec des enfants à bord. Il court immédiatement et grimpe sur les rails pour les aider et réussit à sauver leur vie. Plus tard, Mayuri le complimente pour toujours aider les autres et lui dit qu'elle croit qu'il a ce qu'il faut pour être une personne vraiment forte. Rokuro la remercie d'essayer de le remonter et dit qu'il est content de l'avoir comme ami avant de retourner au dortoir. Là, il rencontre Ryogo et les autres revenant de leur combat et confirme que tout s'est bien passé. Pendant ce temps, de l'autre côté de la carte, Arama s'assoit avec les 12 gardiens connus comme les exorcistes les plus puissants de l'époque. Il parle des exorcistes jumeaux et l'un d'eux, nommé Ikaruga, se lève et dit qu'il n'est toujours pas convaincu que Rokuro mérite ce titre. Plus tard dans la nuit, Ryogo s'assoit avec Benyo et lui parle du passé de Rokuro et pourquoi il insiste pour ne plus devenir exorciste. Il semble souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique, mais Ryogo pense que Benyo peut le ramener à ce qu'il était, car il connaît le potentiel de Rokuro. Le lendemain, Rokuro sort pour réfléchir à tout ce que Ryogo a dit à Benyo la nuit précédente et se rappelle qu'il le considère comme son frère. D'un autre côté, Ryogo, Atsushi et Shinosuke sortent en mission pour purifier une maison où 11 personnes ont disparu en un mois. Ils pensent que c'est l'œuvre d'impureté puissante et décident de nettoyer les lieux, mais dès qu'ils entrent, ils se retrouvent entourés et Ryogo ne parvient pas à sortir de Magano, entouré d'impureté alors que ses charmes de porte sont épuisés. De retour au dortoir, Atsushi et Shinosuke racontent la situation à Rokuro et il va demander l'aide de Benyo. Ensuite, ils se précipitent vers Magano et mettent à terre toutes les impuretés comme le duo opus qu'ils sont. Ils sauvent Ryogo, qui ressemble à une poupée de chiffon à ce stade, et Rokuro, lui, s'excuse d'être en retard. Ensuite, il demande à Atsushi et Shinosuke de ramener Ryogo pendant qu'il reste derrière pour remercier Benyo pour son aide. Elle lui dit qu'il est généralement un idiot nul, qui ne fait rien d'utile, mais que quand il s'agit de combattre, il est vraiment cool, et on voit leur lien se renforcer un peu. De retour à la réunion des 12 gardiens qu'Arama organise à Kyoto, il dit à Ikaruga d'aller enquêter sur l'énorme quantité d'impuretés apparaissant à Narukami et il peut rendre visite aux exorcistes jumeaux s'il le souhaite. Pendant ce temps, Rokuro va voir comment va Ryogo, qui se remet de ses blessures à l'hôpital. Après avoir discuté avec lui, il retourne au dortoir où tout le monde fabrique des talismans en papier. Tout le monde complimente les compétences de Benyo, tout en s'excusant pour le papier sur lequel Rokuro écrivait, lamentable avec son écriture. Juste à ce moment-là, ils reçoivent un signal concernant une attaque d'impureté dans une école à proximité. Ils y vont tous pour voir qu'un groupe d'enfants a disparu dans les airs en jouant au football. Ils se rendent immédiatement à Mogano et voient les enfants attaqués par une foule massive de monstres. Rokuro intervient et sauve un enfant de devenir un repas malheureux, tandis que Baneo et les autres se mettent en colère et détruisent une foule d'autres monstres.
Mais ensuite, ils commencent à être submergés par leur nombre et Rokuro commence à avoir des flashbacks de ses vieux amis mourants lors de l'incident du dortoir Hinatsuki. Voyant cela, un des monstres l'attrape par surprise et décide de le manger, mais est alors frappé par un coup de pied énergétique latéral. Avec cela, Ikaruga fait son apparition sur le champ de bataille et libère le pouvoir de son familier spécial avec sa lame, relâchant une énorme puissance de flamme qui incinère tous les monstres autour de lui. Les 12 gardiens sont les exorcistes les plus puissants qui ont hérité des noms et des pouvoirs des familiers d'Abe no Samei, connu comme le plus puissant exorciste de l'histoire. Ikaruga semble peu impressionné par la performance paresseuse de Rokuro et le traite de faible. Juste à ce moment-là, un des monstres survivants mange quelques autres impuretés à ses côtés et devient plus fort. Il se ruait ensuite vers eux, mais Rokuro le frappe d'un coup de poing qui l'envoie au diable. Benyo le défend et dit que Rokuro peut être un mauvais type, mais c'est malgré tout un exorciste puissant. Juste à ce moment-là, Ikaruga remarque la présence de quelqu'un d'autre dans le Magano en dehors d'eux, mais il reçoit alors un appel d'Arama qui le rappelle à Kyoto. Ikaruga rentre, mais il s'avère qu'Arama plaisantait et voulait juste connaître son avis sur Rokuro après avoir vu son pouvoir. Ikaruga dit que Narukami a encore beaucoup d'impuretés et qu'il est préoccupé par la présence qu'il a ressentie plus tôt, donc il va revenir, mais Arama l'arrête et lui dit de laisser du temps aux enfants pour grandir, après avoir vu quelqu'un de jeune et si fort comme lui. Après cette interaction, Benyo et Rokuro se sentent inspirés pour s'entraîner et devenir plus forts, Ikaruga étant devenu l'un des 12 gardiens à son âge. Le lendemain, alors que Ryogo et les autres planifient leur prochaine mission, Rokuro demande s'il peut se joindre à eux, ce qui les rend tous très heureux. Ryogo demande à Benyo de rester en arrière pour laisser Rokuro combattre des impuretés. Elle accepte et se concentre sur l'école, où Mayura essaie désespérément de se lier d'amitié avec elle. Comme prévu, la mission se passe bien et Rokuro gagne en confiance, tandis que Benyo se lie d'amitié avec Mayura, qui révèle qu'elle est la petite fille du responsable du dortoir Seika. Le lendemain, Arima décide de travailler sur la mission Miko et emmène Rokuro et Benyo de leur dortoir à sa villa de 10 000 pieds carrés, leur offrant gratuitement. Il leur annonce qu'ils y vivront et veut qu'ils profitent de cette occasion pour mieux se connaître. Bien sûr, en véritable maniaque perverti, il a préparé des pièges dans leur chambre qu'ils doivent désamorcer ensemble. Rokuro et Benyo collaborent pour surmonter cette épreuve, puis sortent pour aider Ryoma et les autres à vaincre des impuretés puissantes. Plus tard dans la journée, ils s'assoient ensemble et discutent de leur passé. Benyo révèle qu'elle avait un frère jumeau qui a été séparé après la mort de leurs parents. Il est devenu exorciste lui aussi, mais est mort en protégeant ses amis. C'est lui qui lui a donné les pinces à cheveux qu'elle porte et qui lui tiennent beaucoup à cœur. Rokuro explique qu'il lui en veut d'avoir eu des parents, car lui a été abandonné à la naissance. Les exorcistes l'ont recueilli, et c'est pourquoi il est devenu exorciste sans avoir de noble lignée comme elle. En entendant cela, Benyo le rassure en disant que sa lignée et toutes ces choses sans importance ne comptent pas, car il est vraiment fort et remonte son moral. Le lendemain, Mera vient leur rendre visite à la nouvelle villa. Elle est jalouse que Benyo vive seul avec son ami d'enfance, mais demande ensuite à Rokuro s'il est sûr de vouloir redevenir exorciste. Elle lui dit qu'elle ne veut pas qu'il revienne à la dépression qu'il a vécue il y a 2 ans. Rokuro répond qu'il ne le veut pas non plus et qu'il y a beaucoup réfléchi, mais il pense que s'il peut protéger ceux qui l'entourent avec son pouvoir, cela en vaut la peine. En entendant cela, Mayura s'énerve car elle ne veut pas qu'il prenne de tels risques et réagit. Benyo intervient et explique combien elle admire sa décision et son désir de devenir plus fort. Coincée, Mayura quitte la maison les larmes aux yeux, mais dans sa précipitation, elle oublie son charme protecteur, ce qui conduit une forte impureté à l'attaquer. Pendant ce temps, son père, Seijin, qui fait partie des 12 gardiens et est aussi le maître de Ryogo et Rokuro, décide de leur rendre visite. Il se rend au dortoir pour saluer le vieux et révèle qu'il est là pour enquêter sur la corruption impure qu'ils ont remarquée dans la région. Cette corruption impure se produit lorsque les humains sont submergés par trop d'émotions négatives, les transformant en monstres impurs. De retour à Magano, Mayura est sur le point de devenir la proie d'une impureté, mais Rokuro arrive juste à temps pour l'éloigner d'un coup de son bras enchanté. Le Néo arrive également, et ils combattent le monstre tout en protégeant une Mayura inconsciente. Mais le monstre s'avère trop fort pour eux, et ils commencent à peiner jusqu'à l'arrivée de Seijin,
qui le vainc d'un seul coup. Après cela, il s'adresse à Rokuro et lui demande pourquoi il se bat à nouveau, le défiant de lui montrer sa puissance et sa détermination. Mais Rokuro réplique avec un coup à moitié sincère, ce qui pousse Seijin à confisquer son talisman noir. Il s'adresse ensuite à Benyo en lui demandant si elle sait ce qui s'est passé il y a 2 ans et lui explique que le dortoir Hinatsuki était où son frère est allé après leur séparation. Les gens pensent que des impuretés ont attaqué le dortoir et tué tout le monde. Mais en réalité, aucune impureté n'a été impliquée dans cet incident. Et en réalité, Rokuro était celui qui avait tué tout le monde avec cette voiture démoniaque. En entendant cela, Benyo devient extrêmement enragé et pointe son épée sur Rokuro, mais Seijin lui dit qu'il y a plus d'histoire et c'est à ce moment qu'un mystérieux garçon apparaît devant eux. Ce garçon s'avère être le frère supposément mort de Benyo, Yuto. En le regardant, Rokuro devient furieux et se précipite vers lui. Mais Yuto lance un sort sans aucun papier d'enchantement et le laille. Ainsi, il continue que ce jour-là, Yuto enferma tous les enfants dans le dortoir et mena des expériences interdites pour les transformer en impuretés. Rokuro était le seul survivant car il a tué tout le monde qui essayait de le tuer. Mais le choc de voir son meilleur ami le trahir et transformer leurs amis en impuretés, puis les tuer de ses propres mains pour sauver sa vie, l'a poussé à renoncer à son rêve de devenir le plus fort exorciste ou de se battre en tant que tel. En entendant cela, Benyo s'effondre et demande à son frère si tout cela est vrai, mais il se moque d'elle, la qualifiant de faible et lui demande de sortir de sa vue car elle ne comprend même pas les véritables sentiments de son frère. Il se moque ensuite de leurs parents pour être inutiles et faibles, affirmant que c'est la raison de leur mort, puis redirige son attention vers Rokuro, lui disant qu'il est là pour lui faire une offre et lui demande s'il serait prêt à le rejoindre et devenir son homme à tout faire. Rokuro le regarde avec mépris et dit qu'il préférerait mourir, puis déchaîne la puissance de son bras, se lançant dans une furie pour le vaincre. Mais Yuto semble avoir le même pouvoir dans son bras gauche et il semble mieux le contrôler. Il joue au ping-pong avec Rokuro en le frappant en continu alors qu'il charge vers lui comme l'idiot qu'il est. Lénéo voit cela et décide de l'arrêter, croyant qu'il mourra si elle ne le fait pas, recevant un gros coup pour cela. Mais son effort porte ses fruits, car cela ramène Rokuro à la réalité et Yuto lui dit qu'il est un échec car il n'a pas la véritable détermination pour devenir plus fort et qu'il attendrait plus de divertissement de sa part la prochaine fois, puis s'en va. Après cela, Seijin prend Meira et rentre chez lui, tandis que Benyo s'excuse auprès de Rokuro de s'être fâché contre lui plus tôt. Ils se réconcilient et décident de devenir plus forts ensemble. Plus tard dans la nuit, ils vont voir Seijin et lui demandent de les entraîner, mais il refuse en disant qu'ils ont besoin de plus qu'une ambition paresseuse et qu'il est trop occupé. Le lendemain, le professeur de Benyo, Subaru, décide de lui rendre visite dans leur nouvelle villa. Elle fait aussi partie des 12 gardiens et vient avec son camarade, Tatara. Benyo et Rokuro lui demandent de les entraîner et elle accepte. Ensuite, elle les teste avec des tâches absurdes comme faire les courses ensemble, sortir manger, jouer à cache-cache et même combattre des monstres auto-créés pour les rapprocher. Elle décore aussi la villa avec des meubles chics pour leur montrer l'importance du travail d'équipe. Après son départ, ils essaient de s'adapter dans la nouvelle maison. Rokuro dit qu'il s'occupera des dîners, convaincu qu'il mourrait s'il continuait à manger des mélanges. Vaneo accepte et sort pour sa course du soir, en se remémorant ses dîners en famille avant la mort de ses parents. Après avoir couru un moment, elle fait demi-tour, sent une forte impurité dans les environs et décide de la purifier. Elle se rend à Magano, mais la grande impurité explose, et il s'avère qu'une impurité humanoïde en est responsable. Benyo reconnaît cette impurité comme étant celle qui a tué ses parents il y a 6 ans, Kamui. Il semble chercher les exorcistes jumeaux et lui demande si elle sait où les trouver. Mais Benyo attaque de front en voyant le meurtrier de ses parents. Kamui la renvoie au sol comme une fourmi et décide de l'écraser sous ses pieds. Mais Rokuro intervient avec une boîte à lunch et le frappe pour la sauver. Il lui dit que ce n'est pas juste qu'elle se batte seule et qu'il est là car elle était en retard pour le dîner. Pendant ce temps, Kamui se relève, répare son cou cassé et dit qu'il ne s'était pas fait blesser par un humain depuis longtemps et que d'autres auraient ri en le voyant. À ce moment-là, l'impureté que Kamui a explosée se régénère et il décide de la finir d'abord. Benyo et Rokuro en profitent pour sortir de Magano afin de soigner Benyo. Dehors, elle lui raconte tout sur Kamui, sur l'impureté qui a tué ses parents et qu'elle doit se venger.
Elle lui dit aussi que Kamui est une impurité de rang S, connue sous le nom de Bessara, aussi puissant, voire plus, que les gardiens. Rokuro comprend et dit qu'il prendra sa revanche pour elle, car elle est blessée. Il retourne ensuite seul à Magano pour se battre contre Kamui. Il donne tout ce qu'il a, mais cela ne fait que peu de choses à l'impureté. Cependant, son bras démoniaque réussit à infliger un peu de douleur à Kamui et, comme un masochiste affamé de violence, il en profite et dit que Rokuro montre du potentiel et qu'il lui donnerait une chance de vivre. Rokuro se bat malgré tout. Alors Kamui décide de se prendre au sérieux en utilisant un enchantement maudit sur ses jambes et en frappant Rokuro jusqu'à l'oubli. Juste à ce moment-là, Benyo rejoint le combat et remercie Rokuro de l'avoir aidé à regagner confiance. Elle se bat contre l'impureté avec une force nouvelle, mais ce n'est pas suffisant. À ce stade, Rokuro et Benyo rassemblent leurs pouvoirs restants pour une attaque combo qui parvient à blesser la jambe de Kamui, mais cela leur coûte tellement d'énergie qu'ils ne peuvent plus bouger. Kamui réalise qu'ils sont le couple qu'il cherchait et s'excite devant leur potentiel. Il leur dit de devenir plus forts afin qu'ils puissent obtenir beaucoup d'énergie spirituelle après les avoir tués, puis s'en va, tandis qu'Arama les observe de loin pour s'assurer que l'espoir des exorcistes ne meurt pas dès ce premier affrontement contre une menace de boss. Une fois le combat terminé, il les ramène chez eux pour s'assurer qu'ils se reposent bien ensemble. Après ce jour-là, ils passent quelques jours à se reposer et à profiter de leur quotidien avec le reste des exorcistes du dortoir Seika. Ils remarquent aussi que Seijin vient de temps en temps parler au vieil homme, mais il ne leur dit jamais pourquoi il est là. Finalement, ils découvrent qu'il y a de plus en plus de corruption d'impureté dernièrement, entraînant de nombreux humains à se transformer en monstres à Narukami. Quelques jours passent ainsi, jusqu'à ce qu'un jour, Ryogo reçoive la nouvelle du décès de l'un de ses amis proches et exorciste expert, Toru. Toru est celui qui a présenté Ryogo à sa petite amie Haruka, mais le meilleur wingman est maintenant mort. Après avoir reçu cette nouvelle, Benyo et Rokuro sortent se promener tout en parlant de Yudo et de la nécessité d'arrêter ses agissements, mais ils ressentent alors la présence d'une forte impureté et se dirigent vers Mogano pour s'en occuper. L'impureté s'avère être un humain corrompu, ce qui complique encore la tâche, mais Seijin apparaît et leur dit de déguerpir, car ils sont faibles et devraient laisser ces combats aux adultes. Une fois parti, il défait le monstre et nous découvrons qu'il s'agissait en fait de Toru. Plus tard dans la journée, nous voyons Seijin assis avec le vieil homme au dortoir Seika. Le vieil homme lui dit qu'il devrait laisser quelqu'un d'autre s'occuper de cette tâche, car cela doit être vraiment éprouvant pour lui de mettre à terre les enfants qu'il a enseignés et entraînés. Mais Seijin répond que personne d'autre que lui ne devrait porter ce fardeau et que ce serait plus simple pour lui de cette façon. Pendant ce temps, Rokuro et Benyo se sentent abattus d'apprendre que Seijin les jugeait comme un fardeau sur le champ de bataille. Mayura remarque que le couple est triste et décide de les aider en préparant le dîner et en consolant son père. Cependant, elle a toujours des sentiments pour Rokuro et le fait qu'il doit épouser Benyo lui pèse sur le cœur, transformant cette émotion en une monstruosité corrompue. Cela traumatise le couple, qui voit encore une fois quelqu'un qu'ils aiment se transformer en monstre et ils doivent se battre contre elle. Leurs émotions les paralysent et Mera les bat sévèrement. Juste à ce moment, Seijin arrive et dit qu'il s'occupera d'elle et leur ordonne de quitter le Magano. Rokuro se sent très mal en repensant à son passé et, en touchant Benyo, ils entendent tous deux la voix de Mera demandant de l'aide. Ils réalisent que le pouvoir des exorcistes jumeaux pourrait l'aider et en parlent à Seijin, qui est blessé à cause de son imprudence pendant le combat, Mera étant sa fille. Avec cet espoir, ils élaborent un plan autour d'une technique appelée résonance qui multiplie la puissance de deux exorcistes avec une grande synchronisation. Rokuro et Benyo y parviennent, et l'ability purifie Mayura, la rendant normale, ce qui fait pousser un soupir de soulagement à tout le monde. À ce moment, Yuto arrive sur le champ de bataille et demande à Rokuro ce qu'il a pensé de son cadeau. Rokuro s'élance vers lui, mais Seijin l'arrête et dit qu'ils n'ont plus beaucoup d'énergie spirituelle, donc il s'occupera de son élève en parlant de Yuto. Yuto dit que Seijin est une gêne qu'il va régler sur le champ, faisant ainsi sa déclaration de guerre contre l'organisation des exorcistes. Seijin répond en activant son mode plein pouvoir qui lui permet de canaliser la puissance d'un des 12 familiers légendaires, Byakko. Il se jette alors sur Yuto, mais Yuto le neutralise d'un seul coup avec son bras démoniaque. Après cela, il se dirige pour attaquer Rokuro, mais Seijin parvient à bloquer l'attaque et déclare qu'il protégera les gardiens jumeaux quoi qu'il arrive.
Il remercie le couple d'avoir sauvé sa fille. Il dit aussi à Rokuro qu'il voulait lui donner quelque chose qu'il avait laissé avec le vieil homme et qu'une fois sorti du Magano, il devrait aller le récupérer. Ensuite, il utilise un charme auto-explosif et fait un geste façon Vegeta vers Yuto. Yuto survit à l'explosion sans une égratignure et Rokuro en profite pour aider Seijin, gravement blessé et inconscient. Ryudo lui propose de le rejoindre à nouveau et lui dit de venir à Inatsuki Dorm au Mogano le lendemain avec sa réponse, où il transformerait tout le monde au dortoir Seika en monstre corrompu. Ensuite, Rokuro pousse un cri de désespoir et transporte Signé et Mayura à l'hôpital avec Benyo. À l'hôpital, ils apprennent que même si Seijin survit, il ne pourra plus jamais combattre comme un exorciste à pleine puissance. Il perd aussi un de ses bras à cause de l'explosion et essaye d'être aussi cool que Shanks et Sasuke. Par ailleurs, le vieil homme dit à Rokuro qu'une unité des 12 gardiens est formée pour éliminer Yudo et qu'ils seront à Narukami dans quelques jours. Plus tard dans la nuit, Rokuro ouvre la boîte laissée par Seijin et y trouve un uniforme noir et rouge. Il se rappelle que Seijin portait un uniforme comme celui-ci lorsqu'il leur enseignait et avait mentionné que seuls les exorcistes les plus forts pouvaient le porter. Il lui avait dit qu'il devait devenir assez fort et prouver sa valeur s'il voulait le porter. Et maintenant, il lui est enfin donné. Cela fait pleurer encore plus Rokuro, qui décide de confronter Yuto le lendemain et en parle à Benyo. Après cela, il s'entraîne avec tous les outils, armes et enchantements disponibles. Il découvre qu'il y a une augmentation de puissance de 5 à 10 fois et qu'il n'y a pas de limite stricte sur le nombre de fois qu'ils peuvent l'utiliser tant qu'ils ont l'énergie et l'endurance nécessaires. Nous apprenons aussi que durant l'incident de Hinatsuki, Rokuro a perdu son bras quand un des monstres corrompus l'a mangé. Après cela, il a commencé à se transformer lui aussi en une corruption, mais pour une raison quelconque, il a pu contrôler cette puissance et la canaliser dans son bras manquant, ce qui lui a permis de libérer ses amis ce jour-là. Cela signifie que son bras droit est la puissance de sa forme de pureté corrompue. En plus, Rokuro teste un talisman maître rouge qui accompagnait l'uniforme que Seijin lui a préparé. Une fois l'arc d'entraînement terminé, ils dorment pour récupérer leur endurance, puis se dirigent vers Mogano pour confronter Yuto dans les ruines du dortoir Inatsuki. Une fois à l'intérieur, ils commencent le combat avec Yuto et commencent à être submergés dès le début. Ils l'attaquent avec leurs mouvements emblématiques, mais Yuto dit qu'on dirait qu'ils lui lancent des grains de riz. Ils utilisent ensuite la résonance et le frappent avec quelques attaques, mais Yuto les bloque sans subir de dommages également et les traite de canards désespérés. Pendant ce temps, Kamui observe le combat de loin, s'ennuyant. Sur le champ de bataille, Rokuro utilise le talisman Maître Rouge pour renforcer son bras, puis utilise la résonance avec Benyo pour obtenir un autre coup de pouce. Avec cela, il commence à submerger Yuto pendant un moment. Il lance une forte attaque qui envoie Yuto voler, mais il révèle alors sa véritable forme de pureté corrompue et dit qu'ils ne peuvent même pas imaginer lui faire du mal sous cette forme, alors il utilise son corps humain pour rendre le combat plus amusant. Après cela, il reprend forme humaine et s'avance vers eux avant de tomber, crachant du sang. Rokuro pense que c'est sa chance de l'achever et se rue pour attaquer. Mais Yuto dit qu'il faisait simplement semblant et lui attrape le bras, prêt à le casser. Benyo essaye de le sauver, mais Yuto lui casse les jambes et la met à terre. Rokuro essaye de la secourir, mais Yuto le repousse et dit à Benyo à quel point elle est pathétique avant de lui casser les pinces à cheveux qu'il lui avait offertes il y a longtemps. Après cela, il la laisse au sol pour devenir un repas pour les corruptions autour d'eux et s'enchaîne à Rokuro comme à de la purée. Pendant qu'il s'occupe de lui, Kamui intervient et propose son aide à Benyo. Il dit qu'il aime donner aux gens au potentiel des chances de survivre et de devenir plus fort pour son propre plaisir et lui demande de choisir entre mourir ici ou prendre son pouvoir et obtenir des jambes démoniaques comme Rokuro à son bras. Benyo hésite à décider mais accepte pour sauver Rokuro. Ses jambes se transforment en griffes démoniaques blanches. Elle dit à Kamui qu'elle viendra un jour l'affronter et commence à battre Yuto. Elle le domine un moment car Yuto est affaibli, mais son pouvoir s'épuise et Yuto reprend le dessus. Alors qu'il s'apprête à la tuer, Rokuro intervient et l'arrête. Yuto l'invite au gang des morts en le transperçant. Mais Rokuro tient bon, lui renvoie un coup avec son dernier souffle et libère son pouvoir d'impureté en se transformant en démon blanc, guérissant sa blessure. Il canalise ensuite le pouvoir dans son bras. Voyant cela, Yuto devient fou de rage et active son mode puissance maximale.
Ils se battent avec leurs poings jusqu'à ce que Rokuro l'envoie voler. Après cela, ils se réveillent à l'hôpital, tous les deux indemnes. Les médecins disent à Benyo de reposer ses jambes dans le fauteuil roulant avant qu'Eramu les appelle pour donner des informations aux gardiens sur leur combat contre Yuto. Il leur dit aussi qu'ils seront punis d'avoir combattu seuls, sans attendre les gardiens, mais Benyo réplique qu'ils étaient sous menace et que c'était pour protéger leurs amis au dortoir Seika. Arama dit que c'est acceptable, mais qu'ils ne doivent plus rien faire de dangereux, car en tant qu'exorcistes jumeaux, leur rôle est de se marier et de donner naissance au Miko. Rokuro est très en colère et dit qu'il le fera, mais qu'ils doivent lui permettre de mettre Yuto hors d'état de nuire de ses propres mains, et Arima accepte. Il leur dit qu'un oracle récent prédit une grande calamité qui arrive, mais que les gardiens pourront la retenir quelques années. C'est le temps qu'ils ont pour s'entraîner et devenir plus forts. Rokuro et Benyo sont d'accord et rentrent. Pendant les jours suivants, ils se reposent et profitent d'un festival, et Rokuro offre à Benyo une paire de pinces à cheveux pour remplacer celle qu'elle a perdue. D'un autre côté, on voit Mayura demander à son père de l'entraîner pour devenir exorciste et aider ses amis. 2 ans plus tard, Rokuro est devenu assez cool et populaire à l'école. Benyo est toujours aussi incroyable, et ils ont tous deux beaucoup progressé en tant qu'exorcistes. Mayura est également devenue exorciste et peut réaliser des enchantements élémentaires. Ensemble, ils protègent l'île de Narukami avec un ancien exorciste. Comme prévu, les impuretés sont devenues plus puissantes et Abasara prévoit de faire une incursion dans le monde réel. Rokuro et Benyo s'acquittent de leur mission, mais un jour, ils remarquent une lumière étrange dans Magano et Rokuro découvre une petite fille. Il l'emmène au dortoir, l'appelle Sai et Rokuro l'adopte en tant que fille car elle semble l'affectionner. Seijin et le vieux disent de faire attention car c'est rare de trouver une petite fille heureuse à Magano. Ils vivent comme une famille, mais un jour, ils remarquent la brume de Magano dans la ville et d'énormes impuretés apparaissent dans le monde réel. Rokuro et Benyo les purifient, tandis que Seijin explique qu'un point de dragon est apparu, comme une grande déchirure dans la barrière entre Magano et le monde réel. Au quartier général des exorcistes, ils découvrent qu'un Basara du nom de Kuranashi est derrière tout cela, tandis que les gardiens se préparent à l'affronter. On apprend aussi qu'une Basara nommée Suzu est impliquée, mais semble plus intéressée par des exorcistes uniques que par ce désordre. Elle aide le groupe de Rokuro en éliminant plusieurs impuretés faibles et dit qu'elle aimerait les rencontrer à une autre occasion, et leur laisse fermer le point de dragon. Au début, ils utilisent la technique traditionnelle, mais ils ont besoin de plus d'énergie. Rokuro et Benyo utilisent la résonance, ce qui leur permet de rassembler suffisamment d'énergie pour fermer le point et revenir à la normale. Seijin dit que d'autres villes doivent souffrir de ces attaques, donc les exorcistes jumeaux doivent partir et fermer ces trous également. Le lendemain, Rokuro et Benyo quittent Narukami avec SAE et se dirigent vers la ville de Minamishuo qui leur a demandé de fermer un point de dragon. Ils laissent le familier de Benyo prendre les rênes d'une charrette trouvée dans le sous-sol de la villa. Lors de cette mission, ils rencontrent un Basara nommé Moro qui leur met une petite raclée avant qu'ils réussissent à sceller le point de dragon grâce à l'intervention de SAE qui leur livre un talisman pendant le combat. Pour leur prochaine mission, ils se dirigent vers un parc d'attractions où une impureté est sur le point de se transformer en Basara. Pendant ce temps, Kurenashi, le Basara derrière les spots de dragon, se rend à Mogano et parle aux jumeaux Basara, Chijiwa et Momachi. Il leur parle des exorcistes jumeaux et de la façon dont ils pourraient leur offrir un bon divertissement. Ils doivent aussi s'en débarrasser pour réussir leur plan. Le duo Basara est d'accord et attend l'arrivée des exorcistes. De leur côté, Rokuro et Benyo se dirigent vers le prochain spot de dragon et se retrouvent finalement à Magana, reliés au monde réel par un spot de dragon dans un tunnel. Là, ils affrontent les jumeaux Basara qui se montrent bien supérieurs en force brute et en travail d'équipe. Les choses semblent mal engagées pour les exorcistes jumeaux lorsqu'ils se retrouvent tous les deux piégés dans les fils collants des Basara, mais SAE intervient et les protège en créant une barrière grâce à ses pouvoirs. Elle ne sait pas comment elle a fait cela, mais cela leur laisse le temps d'arriver sur le champ de bataille. Ils se présentent comme Arata, Kengo et Kenkuro et disent qu'ils sont venus en suivant la trace de Kuranashi. Ils utilisent ensuite un charme de portail et téléportent tout le monde dans le monde réel où les niveaux d'impureté sont plus faibles, disant que cela affaiblira considérablement les Basara.
Rokuro et Benyo disent qu'ils souhaiteraient les combattre et demandent aux gardiens de s'occuper du spot de dragon. Comme prévu, les Basara sont plus faibles dans le monde réel et ils parviennent à les dominer assez facilement. Lors de leur dernier assaut, ils blessent mortellement Momachi, qui protège son frère en encaissant l'attaque et rejoint le gang des Donuts morts. Juste à ce moment-là, Kuranashi ouvre des portails sur le champ de bataille, emporte les jumeaux avec lui et s'échappe. Les Basara ferment le spot de dragon et suivent les Basara pendant que Rokuro et Benyo affrontent SAE et lui demandent comment elle a réussi à utiliser ce pouvoir. Elle dit qu'elle n'en a aucune idée, mais qu'elle a le sentiment qu'il devrait aller à Kyoto où se trouve le quartier général des exorcistes, ce qui semble convenir au couple. D'autre part, Kuranashi tue Momachi et absorbe son pouvoir. Il trompe ensuite Chiiwa, lui faisant croire que ce sont les exorcistes qui l'ont fait, et lui donne le pouvoir de son frère en lui disant de venger sa mort. Pendant que les exorcistes jumeaux se dirigent vers Kyoto, Ikarube rejoint le dortoir Seika sur les ordres d'Erama, alors que le prochain spot de dragon se révèle être à Narukami. Pendant qu'il est là, il entraîne Mera et on les voit développer des sentiments l'un pour l'autre. Seijin les aide aussi, mais ses pouvoirs semblent fortement réduits. Ikaruga s'occupe de l'impureté et du spot de dragon à lui seul et montre son arme familière spirituelle, Suzaku, qui lui permet de voler et de tirer des lames amplifiées sur ses ennemis. Pendant ce temps, Rokuro et Benyo se dirigent vers Kyoto avec SAE. En chemin, ils reçoivent un appel de Saejin, qui les informe d'un immense spot de dragon situé près de leur position actuelle et leur demande de le réparer avant de continuer. Ils acquiescent et s'y dirigent, mais se font embusquer par un Basara dès qu'ils arrivent. Le Basara se présente sous le nom de Kinosa et dit qu'il est l'un des plus puissants Basara, qu'ils n'ont aucune chance contre lui. Il tire sur eux de loin et les laisse s'approcher avec l'espoir de le vaincre au corps à corps. Mais une fois qu'ils le font, il révèle qu'il est beaucoup plus fort en combat rapproché, mais utilise des armes à feu pour accueillir les nouveaux venus, sinon il mourrait instantanément s'il utilisait toute sa puissance dès le départ. Rokuro lui dit d'arrêter de parler et essaie de le frapper, mais il encaisse ses attaques comme un giga-chad et dit que leurs attaques ressemblent à des mouches bourdonnant autour de lui. Ensuite, il leur montre la différence de niveau de pouvoir en détruisant complètement leur espoir et en les faisant trembler de peur. On dirait que c'est la fin pour eux, mais SAE les protège encore une fois. Cependant, cette fois-ci, le pouvoir de l'intrigue ne joue pas en leur faveur, car le Basara les écarte tous les deux et décide de kidnapper SAE. Mais il est ensuite touché par une balle sur le côté et tombe en arrière. Il lève les yeux et voit Tenma, le plus fort parmi les 12 gardiens, arriver sur les lieux. Il joue avec le Basara avant de le couper en deux avec une lame émoussée, disant que c'était un vrai sanglier. Après cela, il regarde le grand spot de dragon et réalise qu'il a oublié son talisman. En gigachat qu'il est, cela lui importune peu et il demande simplement au spot de dragon de se fermer, ce qui se produit en raison de son immense énergie spirituelle. Après cela, il se rend à Kyoto avec les exorcistes jumeaux et ils se séparent une fois arrivés en ville. Une fois là-bas, Benyo reçoit un appel d'Arama qui leur dit qu'ils ont enfin trouvé la raison de l'apparition soudaine de ces spots de dragon et qu'il veut qu'ils viennent au quartier général avec SAE. D'autre part, on découvre qu'il y a un immense arbre sous le quartier général des exorcistes, créé par l'initiateur de tous les exorcistes, nommé Abnosamei. L'arbre agit comme une barrière qui sépare Magano du monde réel, et il s'avère que Kuranishi a réussi à s'y glisser et à casser l'une des branches, affaiblissant la barrière et provoquant l'apparition de ces spots de dragon à travers le pays. Il y a deux façons de réparer cela. L'une est le rituel terrestre bleu céleste qui demanderait une immense quantité d'énergie spirituelle, et l'autre méthode serait de ramener la branche coupée et de la laisser se rattacher à l'arbre. Arama se prépare au rituel au cas où et demande à tous les gardiens de se rassembler à Kyoto. Une fois que son attendant sort pour délivrer le message aux gardiens, Kuranashi apparaît de l'ombre d'Arama et l'attaque. Arama le déstabilise en utilisant une technique de clone en papier, puis s'élance après lui dans Magano. Il s'engage dans un combat difficile et Arima parvient à endommager le masque du Basara, ce qui lui permet de pénétrer dans la barrière des exorcistes, mais cela le place sous le piège de Kuranashi qui le scelle. De retour dans le monde réel, les exorcistes jumeaux se rendent au quartier général et SAE les conduit vers l'arbre souterrain. Là, ils rencontrent Subaru et Tatara qui révèlent que SAE est la branche cassée de l'arbre. Rokuro et Benyo disent qu'ils ne laisseront pas la sacrifier ainsi
et Subaru ajoute que si SAE ne vient pas d'elle-même, cela affaiblirait la barrière et ils devront faire le rituel de toute façon. Elle précise aussi qu'ils auraient besoin de leur aide, car Seijin a pris sa retraite et il leur manque une personne. Le rituel nécessite 6 personnes pour canaliser leur énergie, mais en même temps, des impuretés les attaqueront. C'est pourquoi ils assignent un gardien à chaque acteur du rituel pour les protéger. Rokuro et Benyo protégeront Tenma et le plan commence. Avec Arama parti, Kuranashi referme tous les Dragon Spots et rassemble leur énergie pour ouvrir un gigantesque Dragon Spot à Kyoto. Les gardiens commencent le rituel, mais même avec tous leurs pouvoirs combinés, cela s'avère insuffisant pour le refermer. Rokuro et Benyo essaient aussi de le fermer avec leur résonance, mais épuisent toute leur énergie sans résultat. Sae observe tout cela et décide de retourner à l'arbre pour protéger tout le monde en réparant ainsi la barrière. Après cet incident, Rokuro et Benyo retournent à Narukami et passent quelques jours à récupérer de ce voyage. Rokuro pense aussi à la façon dont il se sentait semblable à SAE quand il l'a trouvé dans Magano et s'adresse à Seijin pour lui demander des informations sur ses parents et comment les exorcistes l'ont trouvé. Seijin révèle qu'ils l'ont trouvé dans Magano il y a 10 ans et n'ont aucune idée d'où il vient. Il n'est pas une branche de l'arbre comme SAE, il est entièrement humain, mais ils n'ont pas d'autres indices sur ses origines. En entendant cela, Rokuro se rend à Magano avec Benyo dans l'espoir d'en apprendre davantage sur lui-même, mais cela ne les mène nulle part. D'un autre côté, l'assistant d'Arima prend la position de chef des exorcistes par intérim et annonce qu'Arima est mort. Il rassemble les 12 gardiens et prépare une escouade dédiée à venger Arima en tuant Kuranashi. Cependant, ils ont tous du mal à croire qu'Arima est perdu face à un Basara, vu à quel point il est fort. Après la réunion, l'assistant dit à Ikaruga d'aller à Narukami et de protéger les exorcistes jumeaux jusqu'à ce qu'ils se chargent de Kuranashi. Pendant ce temps, tous les gardiens continuent de chercher Kuranashi, qui révélera son véritable plan le lendemain. Il dit que les stupides exorcistes pensent qu'avec la disparition des Dragon Spots, ils n'ont plus à s'inquiéter de nous. Mais en réalité, ce n'était que la première phase de son plan. Le but des Dragon Spots était de permettre à toutes les impuretés de devenir plus fortes en se nourrissant des puissants exorcistes et de leur énergie spirituelle. De plus, tous les exorcistes ont purifié et guéri les gens normaux de leurs excès d'impureté en les absorbant. Avec une telle concentration d'énergie négative en si peu de temps, ils deviendront bientôt des marionnettes pour eux, et c'est à ce moment-là qu'ils éradiqueront tous les exorcistes. Il dit ensuite à Moro d'aller se nourrir de ces exorcistes et de devenir beaucoup plus forte pour les combats à venir. D'un autre côté, Subaru et Tatara obtiennent une piste sur la trace de Kuranshi pendant que Miku et Sakura rencontrent Moro et Magana en cherchant leur patron. Il s'avère qu'elles ont un passé tumultueux, Moro semblant avoir tué le père de Sakura, qui était un ami proche de Miku. En la voyant, Sakura s'élance avec son arme et crie qu'elle vengera son père. S'étant emportée, elle perd son calme et lance une rafale d'attaques aveugle sur Moro, mais celle-ci profite de sa folie et la submerge par sa puissance brute. Elle devient plus forte en se transformant en une véritable guerrière et finit par la projeter dans un bâtiment. Miku dit à Sakura de se calmer, puis combat Moro avec ses charmes en peluche qui contiennent le pouvoir de différents éléments. Elle prend l'avantage au début, mais Moro lance une attaque sur Sakura, qui est au sol, ce qui pousse Miku à détourner son attention vers elle. Moro profite alors de cette chance pour l'écraser au sol et la frapper, mais Miku utilise une capacité et s'échappe stratégiquement avec Sakura. Après un moment de repos, elles décident toutes deux de finir Moro avec un esprit calme, et Miku choisit d'affronter d'abord le Basara. Elle déclenche sa technique spéciale, se transformant en un énorme jouet en peluche et commence à frapper Moro, mais celle-ci se transforme également en géante et la déchire. Pendant qu'elle s'occupe d'elle, Sakura saute et lui porte un coup. Après cela, elle lance une attaque combinée avec les blasts en peluche et les attaques tranchantes de Sakura pour éliminer Moro une bonne fois pour toutes et venger le père de Sakura. Une fois le combat terminé, elle retourne dans le monde réel pendant que Kuranashi va voir Moro et promet de se venger pour elle. De retour dans le monde réel, Rokuro et Benyo recherchent l'histoire des exorcistes dans l'espoir d'apprendre quelque chose sur les origines de Rokuro. Le lendemain, Rokuro se fait battre par Seijin lors de l'entraînement, mais Benyo intervient et le réconforte avec des mots d'encouragement. En même temps,
Mayura entre et dit qu'il est temps d'aller à l'école ensemble, mais elle comprend mal la situation et pense qu'ils s'embrassent. Cela lui vaut un regard surpris avant que Rokuro ne clarifie le malentendu. Après cela, ils se rendent tous à l'école et découvrent qu'Ikaruga les a rejoints en tant qu'élève transféré et il leur révèle ses objectifs en tant que garde du corps. D'un autre côté, on voit Kuranashi mettre son plan à exécution alors que des exorcistes de tout le pays entrent dans Mogano comme en état d'hypnose. Quelques jours plus tard, Rokuro travaille à la création d'un nouveau mouvement qu'il peut utiliser pour projeter plusieurs personnes sur le champ de bataille. Après son entraînement, il va voir Ikaruga et le dérange pour s'entraîner avec lui, mais le gardien lui dit d'arrêter de déranger. Juste à ce moment, il remarque que toute l'école est enveloppée d'une brume impure et voit Chijuwa arriver. Rokuro et les autres errent dans l'école et le rencontrent dans le gymnase, mais il semble beaucoup plus fort que la dernière fois. Les enchantements permettent à Chijiwa de rester lié à Magana tout en étant dans le monde réel, sans perdre de pouvoir. De plus, il a l'énergie de son frère mort, le rendant 2 fois plus fort que lors de leur dernière rencontre. Il réussit à le repousser, mais Chijiwa l'attrape avec un jutsu de clone et le laille avec des fils magiques. Il révèle alors qu'il contrôle tous les étudiants dans le bâtiment et prépare à les tuer, mais Rokuro et les exorcistes l'attaquent. Une fois en sécurité, ils élaborent un plan pour éliminer Chijiwa. Vigno et Meira tentent de retenir les étudiants pendant que Rokuro et Ikaruga l'affrontent. Rokuro soutient Ikaruga avec son bras démoniaque pour l'aider à finir Chijiwa. Le plan fonctionne, mais Ikaruga échoue à vaincre Chijiwa d'un coup. Sa forme ultime consomme beaucoup d'énergie et il semble manquer de temps, mais Rokuro utilise le Takno Jutsu et le laisse frapper Chijiwa. Chijiwa déclare qu'il va exploser avec tous les élèves, mais Rokuro intervient avec son nouveau mouvement qui frappe plusieurs ennemis en un seul coup. Il anéantit tous les puppets et donne le coup fatal à Chijiwa. Les gardiens tentent d'arrêter le rituel de Kuranashi, mais ils sont attaqués par Yamato et ses sbires. Kuranashi active alors son sort. Le pays commence à trembler et des fissures se forment au sol. Les exorcistes découvrent que Kuranashi a utilisé ceux qu'il a enlevés pour amplifier l'énergie des impuretés. La ville de Narukami flottait dans le ciel. Seijin révèle qu'il y a 600 ans, Kuranashi avait causé un incident similaire. Kuranashi se montre avec des yeux normaux et explique que les impuretés plus fortes ressemblent à des humains. Il active alors son sort et invoque une immense impureté en forme d'arbre qui cherche à siphonner l'énergie spirituelle. Il leur dit qu'ils ne pourront vaincre cette impureté à moins de purifier son bulbe sous terre. Rokuro se demande pourquoi il leur dit cela, mais Kuranashi veut rendre le jeu amusant et précise qu'ils ont moins de 2 heures. Rokuro et Benyo informent tout le monde de leur rencontre et élaborent un plan. Seijin et Meira doivent purifier le bulbe pendant que les autres attaquent le monstre. Seijin utilise tout son pouvoir spirituel, mais cela le fatigue beaucoup. Kuranashi apparaît et s'étonne qu'ils soient ceux qui attaquent le bulbe. Il commande à la créature d'amener un otage qu'il a pris durant l'attaque. C'est la mère de Meira, ce qui les met tous deux en colère. Seijin l'attaque, mais Kuranashi bloque et le félicite pour son passé d'assassin. Kuranashi révèle que Seijin a aussi tué l'oncle de Mayura. En mission, il a rencontré la mère de Mayura et a agi par devoir. Après, Seijin déclare qu'il sauvera Yukari et utilise tout son pouvoir pour invoquer Byako. Il touche Chijiwa, mais ça ne sert à rien, car Kuranashi le laisse passer. Maruwa se bat pour défendre ses parents, mais échoue. Seinen demande à Byako d'aider sa fille et lui donne le talisman. Byaku parle à Mayura et lui dit que son pouvoir vient du désir de protéger ceux qu'on aime. Cela résonne avec elle et lui permet de combattre Kuranashi sur un pied d'égalité. Elle parvient à purifier le bulbe pendant leur combat et Kuranashi s'échappe pour poursuivre son plan. Le couple réussit à détruire le cœur de l'arbre une fois qu'il remarque qu'il ne se régénère plus grâce à la destruction de son bulbe. Après cela, toute la ville volante commence à tomber. Mais les gardiens parviennent à éliminer toutes les impuretés pour commencer leur rituel et canaliser leur énergie spirituelle afin de guider l'île qui tombe vers l'endroit d'où elle s'est détachée, sauvant ainsi tout le monde d'un crash. Lorsque tout revient à la normale, il semble que les gardiens aient gagné, puis Kuranashi active le même sort qu'il a utilisé contre Erama et piège tous les gardiens affaiblis dans un royaume obscur. Ensuite, Kuranashi va rencontrer les exorcistes des 2 étoiles et les trompe pour les attirer dans Magano où tous les gardiens sont ligotés.
Ils entrent dans une salle et voient les gardiens se faire aspirer de leur pouvoir par de énormes racines d'impureté. Rokuro essaye de les sauver, mais en touchant les racines, il perd lui aussi son énergie, et Kuranashi affirme que tout cela faisait partie de son plan auquel il travaille depuis plus de 12 ans. Il capture ensuite Rokuro et Benyo et les laisse regarder impuissants alors qu'il épuise toute la puissance des gardiens restants pour la s'approprier, se transformant en une pâle copie dizaine de Bleach. Il laisse ensuite les exorcistes des 2 étoiles et leur dit de fuir s'ils le souhaitent, mais ils décident de l'attaquer comme des idiots. Ils ne comprennent pas qu'il les battait déjà avant sa transformation, et maintenant il possède le pouvoir de tous les exorcistes qu'il a enlevés, ainsi que celui des 12 gardiens. Comme prévu, il commence à les battre facilement, mais Tatara se libère de ses entraves et révèle sa vraie forme. Il s'avère que Tatara n'est pas un humain, mais un esprit familier, et il combat Kuranashi depuis 600 ans. Tatara affronte le Basara avec toute sa force, mais Kuranashi peut maintenant utiliser toutes les capacités des gardiens, sauf les siennes, et le fossé de puissance est bien trop grand. Voyant cela, Katara décide d'utiliser son ultime attaque, il étreint M et souffle M et maudit Kuranashi avec la malédiction de la dégradation dans son dernier souffle. Kuranashi dit que c'était une sale attaque, mais se dirige vers Yudo qu'il a également extrait des racines d'Ame no Mihashira. Il dit qu'il l'absorbera simplement, ce qui lui permettrait d'éviter la malédiction, mais cela se retourne contre lui, car Yudo réussit à prendre le dessus. Il absorbe Kuranashi à la place, avec tout le pouvoir et les capacités qu'il a volées, puis salue Rokuro avec son sourire maléfique emblématique. Il fait ensuite suivre au couple les parties les plus profondes de la création, où Magano et le monde réel se rencontrent sur la barrière. Une fois là-bas, il piège Vaneo dans une barrière et s'amuse à la frapper comme une marionnette pour énerver Rokuro. Il explique que pendant 2 ans, alors qu'il faisait partie de l'arbre, il a entraîné son esprit et a réussi à synchroniser sa conscience avec celle de la personne qui a planté cet arbre, Abno Samei. Il leur montre alors son corps dans le coma et dit qu'il a également absorbé son pouvoir et qu'il est maintenant véritablement l'être le plus fort des 2 mondes. Après cela, il informe Rokuro qu'il est en réalité une impureté et qu'il a découvert cela après avoir absorbé la conscience d'Abeno Samei, puis commence à battre Benyo jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, rappelant à Rokuro l'incident du dortoir, le rendant furieux. À ce stade, Rokuro craque et libère toute sa rage primitive. Il réussit même à blesser Yudo dans cet état et continue à se transformer en sa forme pure, mais juste à ce moment-là, Arama apparaît d'un portail et l'endort. Il distrait ensuite Yuto avec un sort de liaison maladroit et utilise ce temps pour dissiper la barrière autour de Benyo grâce à la technique spéciale de sa famille. Après cela, il utilise ses familiers pour le repoussant avant de récupérer les exorcistes des 2 étoiles et de se retirer dans le monde réel. De retour dans le monde réel, Benyo met plusieurs jours à récupérer à cause des coups reçus lors de la dernière bataille, tandis que Rokuro se remet relativement vite. D'un autre côté, Arima parle à Seijin et au vieil homme et révèle qu'il a en réalité utilisé Kuranashi pour le tuer afin de réaliser le rituel de la poursuite des âges. Grâce à lui, il a réussi à séparer son âme de son corps et à voyager 1000 ans en arrière à l'époque d'Abeno Seim. Là-bas, il a compris pourquoi il avait créé Magano et le groupe des exorcistes et les gardiens, et a appris la véritable nature des impuretés et des humains. Il s'avère qu'il y a 2 énergies dans ce monde, l'énergie yin qui détruit tout et l'énergie yang qui crée tout, et le monde a besoin d'un équilibre entre les 2 pour exister en harmonie. Abeno Saime a découvert que l'énergie yin provenait des émotions négatives des gens et qu'elle atteignait un point tel qu'elle détruisait le monde réel à travers des malédictions et des impuretés. C'est pourquoi il a créé Magano, mais l'énergie yin s'est révélée bien plus grande que ses attentes, et elle continuait à croître. Pour combattre cela, il a créé les 12 familiers à partir de l'énergie yang, et a accordé leur pouvoir à des personnes qui deviendraient les 12 gardiens. Après cela, il a formé le groupe des exorcistes autour d'eux dans le but de maintenir cette harmonie en purifiant les impuretés qui traversent ce monde. Ensuite, il va parler à Rokuro et lui parle de ses origines. Il explique qu'Abeno Samei a créé un autre être à partir de l'énergie yin dans le but de tuer toute l'humanité dans le cas où elle ne se réformerait pas et déciderait d'amener ce monde à sa perte et que Rokuro est ce roi. Il dit ensuite à Rokuro qu'il doit donner naissance à Miko, ce qui permettrait à son énergie yin de se mélanger avec l'énergie yang de Benyo,
ce qui devrait neutraliser sa position de roi du cataclysme. En entendant cela, Rokuro dit qu'il comprend la position dans laquelle il se trouve, mais qu'il ne peut jamais permettre à Benyo d'épouser un monstre comme lui, et s'enfuit. Plus tard, il rencontre Yuto dehors, qui dit qu'il s'ennuyait d'attendre, et qu'il détruirait le monde s'il ne se dépêchait pas. Rokuro décide alors de se séparer de Benyo dans l'espoir de l'éloigner et de la protéger ainsi, puis va combattre Yuto tout seul. Cependant, tout cela se produit alors que Benyo est sur le point de lui avouer son amour véritable, mais il lui balance une rupture à la figure, la laissant avec des paroles dures de Rokuro, qui s'éloigne en disant qu'elle était un fardeau lors de leur dernier combat. Après avoir laissé Benyo derrière, Rokuro se dirige vers la chambre des ténèbres pour affronter Yuto et commence immédiatement à se battre en enchantant son bras. Ils échangent quelques attaques, mais Yuto ne subit aucun dégât et le déborde rapidement. Pendant le combat, Rokuro lui demande pourquoi il fait tout ça et quel est son objectif. Il n'a jamais pensé à se faire des amis, mais pour une raison quelconque, Rokiro l'attirait toujours. En apprenant tout d'Abeno Seimei, il a compris son véritable but, combattre Rokiro. En réalité, Abeno Seimei avait toujours prévu la fin de ce monde. C'est pourquoi il a créé Rokuro et recommence à se battre contre lui. Il dit qu'il a besoin de lui pour se rendre sérieux, sinon ce ne serait pas amusant. Avec cela, il libère tout son pouvoir sans perdre conscience et se transforme en sa forme d'impureté blanche. Les deux titans commencent à se battre et Rokuro se révèle plus fort que Yuto. Tout cela faisait partie de son plan. Il voulait détruire ce monde et créer un monde sans mal. En plantant l'arbre barrière, il a programmé toute l'énergie négative pour créer le roi du cataclysme nommé Rokuro. Cependant, le destin en a décidé autrement et il est né des jumeaux. Pour contrebalancer son énergie yang, son frère est devenu l'incarnation d'une énergie yin égale. Cela a fait de lui une pâle copie de Rokuro. Yuto le regarde et dit qu'il détruira tous ses amis avant que cela n'arrive, le rendant furieux et le faisant perdre le contrôle, se transformant en roi du cataclysme et le mettant hors d'état de nuire. Après cela, il cristalliserait tout et s'unirait à Benyo pour obtenir toute son énergie yang. Il pourrait ainsi renaître dans son corps original et créer un nouveau monde sans mal et émotions négatives. Abeno Same descend et lui explique son plan, disant que se combiner avec elle signifie l'épouser. Si elle promet de venir avec lui, il rendra Rokuro à son corps original. Le rituel de sa résurrection commence pendant que Rokuro se réveille dans un temple aux côtés d'Arima. Erama lui explique tout et il décide de se diriger vers l'arbre géant au centre de la ville avec ses amis. Erama aide également en donnant à Rokuro toute son énergie spirituelle restante et des enchantements de renforcement. Grâce à leur aide, Rokuro atteint le sommet où il trouve Benyo scellé dans un cristal. Cependant, il a encore un atout dans sa manche. Il sort une pince à cheveux que Benyo lui a laissée. Elle craignait qu'elle soit scellée après avoir vu le corps réel d'Abeno Samei. Pour affaiblir le sceau du cristal, elle a décidé de relier ces deux pinces avec un fil d'énergie spirituelle et en a laissé une derrière, espérant que Rokuro vienne la sauver. Il dit qu'il est là pour l'empêcher d'interférer avec Rokuro, mais Samei lui répond qu'il n'en a pas besoin, car même s'il la libère, cela ne changera rien. Il regarde Erama et dit qu'il n'a presque plus de pouvoir. Il détruit son dragon, puis commence à battre Erama, mais Kamui intervient de nulle part en disant qu'il est venu sentir quelqu'un de fort. Il explique qu'il a déjà pris l'énergie yang de Benyo pendant qu'elle était dans le cristal, car il soupçonnait une rébellion. Avec tous les préparatifs, il peut maintenant activer la technique qui engendrera le nouveau monde. La première étape était d'extraire toute l'énergie yin des gens, puis il recouvrirait les humains restants d'énergie yang, créant un monde peuplé uniquement d'énergie yang forte. Rokuro et Benyo essaient d'arrêter la seconde étape en frappant le cœur de l'arbre avec leur énergie spirituelle, mais cela s'avère insignifiant. Il parle à Seimei de sa vision du monde et il dit qu'il avait placé son espoir en l'humanité, mais ils l'ont déçu. Il a attendu 1000 ans qu'il se débarrasse de la négativité et devienne plus positif, mais la négativité n'a fait que croître. Le fait que Rokuro se soit éveillé en roi du cataclysme en est la preuve. Ensuite, il endort Rokuro et Benyo avec une attaque et leur dit d'abandonner, car il n'y a rien à faire pour stopper cela. Pendant qu'ils sont inconscients, SAE se synchronise avec leur conscience et leur fait entendre la voix de tous ceux dont l'énergie spirituelle a été volée, y compris les 12 gardiens.
Ils utilisent tous la technique de la motivation pour les encourager à se relever et à empêcher ce sort de s'activer. Les exorcistes jumeaux se lèvent et cette fois résonnent avec le but de Amenomi Ashira et l'énergie spirituelle de tous ceux qui s'y trouvent. Cela leur permet d'inverser le sort et de rendre toute l'énergie yin et yang volée à leur propriétaire d'origine. Samé regarde ce résultat et rit, disant que c'est la volonté des cieux et qu'il attendra encore 1000 ans, mettant sa foi en l'humanité. Rokuro et Benyo promettent de pousser ce monde vers la positivité afin qu'il n'ait pas à le détruire à nouveau dans un millénaire et lui disent au revoir. Ainsi, la bataille pour sauver leur monde de la destruction se termine pour les exorcistes et tout le monde obtient une fin heureuse pour l'instant. Après quelques jours, nous voyons Ryogo et sa petite amie Haruka se marier et les exorcistes jumeaux assistent au mariage avec tous leurs amis. Enfin, Rokuro avoue aussi ses sentiments à Benyo et ils s'embrassent, ainsi se termine la saison 1 des exorcistes jumeaux.